Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On continue dans cette série de vidéos éducatives où on chope tous les jours un petit sujet intéressant où je vois pas mal d'erreurs de compréhension, etc. Bref, essayer de vous faire progresser vers une lecture plus compréhensible des marchés. L'erreur que j'ai remarquée ce week-end chez pas mal de gens qui font des analyses, et surtout des analyses comparatives ou des analyses de force relative entre différents coins, commettent une erreur assez dangereuse qui est de confondre assez dangereusement l'utilisation des market cap qui, on va se le dire tout de suite, dans les cryptos, pour moi, on se marche sur la tête et je comprends toujours pas pourquoi les valorisations, quelles qu'elles soient, sont utilisées et comparées dans le marché crypto en général en utilisant ces chiffres-là, c'est-à-dire les chiffres de market cap les plus publics qui sont utilisés d'ailleurs pour produire le palmarès des meilleurs cryptos, qui est donc basé sur l'utilisation du circulating supply, c'est-à-dire tous les coins qui sont disponibles et qui ont été rendus publics et qui s'échangent ou non, évidemment. Assez dangereux à mon avis d'utiliser ça parce que, bon, si on vient de la finance classique, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est comme si par exemple on utilisait le flottant d'une action pour définir son prix. Ça nous donnerait des niveaux de valorisation boursière, donc de market cap, qui n'auraient strictement rien à voir et on aurait du grand n'importe quoi. Alors certes, on utilise évidemment le ratio de circulating supply ou de flottant, ce qu'on appelle sur une action, par rapport à la market cap globale, et donc le nombre d'actions qui ne circulent pas, soit parce qu'elles sont détenues par des dirigeants, etc. Mais il y a quand même ici un truc qui me paraît assez dangereux, donc c'est le fait que si en soi on utilisait les méthodologies de comparaison et de force relative qu'on utilise dans le marché classique, on devrait utiliser ça. C'est-à-dire tout simplement comme on le fait pour une boîte. Si on doit valoriser une boîte, on prend le nombre d'actions existantes fois le prix d'une action et ça nous donne la valorisation de marché de cette entreprise. Eh ben sur les cryptos, je sais pas pourquoi, non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc tout le monde a décidé qu'on a utilisé ce truc-là, alors que ça fait aucun sens. Et normalement, donc un financier classique saura que c'est ça qui permet de mesurer la valeur estimée de cette chose-là. Alors la différence, elle est simple, elle peut venir de plusieurs choses, et c'est la raison pour laquelle moi perso, j'utilise une classification en 3 groupes qui simplifie vachement la méthodologie et surtout qui permet de comprendre qu'on ne peut pas comparer deux trucs qui n'appartiennent pas du tout à la même classification. Erreur que je vois donc se répéter assez souvent quand on fait des études de force relative. Donc, ça va être la première des erreurs à éviter, mélanger des trucs qui ne se mélangent pas, comparer des trucs qui ne se comparent pas, tout simplement parce que derrière, il y a une énorme différence au niveau de ce ratio market cap par rapport à fully diluted market cap. Et il y a souvent donc 2 raisons qui conduisent à ça, soit l'immaturité du projet, enfin l'immaturité, le projet étant dans des phases préliminaires, c'est-à-dire qu'on est encore sous une phase où les investisseurs qui ont financé le développement du projet, donc early investors ou seed rounds, etc., qui sont donc, au jour qu'aujourd'hui le projet est devenu public, que les coins s'échangent, eh ben, ils ont eux une partie de ces coins qu'ils ont acheté souvent 100 à 200 fois moins cher que les prix de marché aujourd'hui. Par contre, évidemment, ils sont assortis d'une vesting schedule, comme on dit souvent, et vous avez probablement entendu plus sous cette forme-là. Donc, il faut faire attention à séparer donc, les coins qui ont aujourd'hui encore une grosse partie de leur market cap bloquée dans des vesting schedules parce que ce sont des projets qui ont été lancés en public récemment. Je prends l'exemple de ICP, et il n'y a pas que. Il y a l'autre cas de figure, c'est-à-dire qu'on a des blockchains qui ont distribué une partie de leurs jetons, comme on l'a dit, soit sous forme de rounds, etc., et qui ne sont plus des blockchains nouvelles, type XRP, où aujourd'hui, a priori, une grande partie des coins de base sont en circulation. Alors, il y a toujours quelques vesting schedules par rapport à Jed McCaleb, par exemple, mais bon, on est plutôt sur la fin, ça devient négligeable. Par contre, il y a une énorme partie des coins qui n'est pas en circulation parce qu'ils sont détenus par des fonds communautaires, ici par exemple la fondation Ripple, qui est donc une non-profit, mais il y a des cas de figure assez différents comme ça. Donc, moi ici, pour pas prendre le temps de nécessairement rentrer dans excessivement de détails ici, même si c'est hyper important si vous avez des grosses allocations de portefeuille sur ces coins, qui ont une market cap théorique, donc complètement différente de celle que les gens utilisent aujourd'hui et qui n'a aucun sens dans la durée. Voilà, retenez qu'aujourd'hui, si on doit valoriser Ripple, en soi, ça ne vaut pas du tout 62 milliards de dollars, ça vaut 133. Simplement, il faut comprendre comment et qu'est-ce qui représente la différence. Alors là, évidemment, on va éviter de faire du grand n'importe quoi, qui est de dire « Ah, bah du coup, c'est pas bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ripple est beaucoup trop chèrement valorisé. » Non, ça veut dire que la valorisation théorique, ici, prend en compte un facteur que vous devez comprendre, c'est-à-dire que ce n'est ni bon ni mauvais, ça dépend d'un facteur sur lequel vous n'avez pas de contrôle, ou en tout cas peu de contrôle.
Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on appelle ces community funds, qu'ils soient gérés par des entreprises non-profit ou etc., de toute façon, elles ont toujours un but final qui va être d'utiliser cette dilution pour produire de la valeur qui va servir à développer le projet, c'est-à-dire soit financer du développement du dev, de la production, pour pouvoir derrière obtenir de nouvelles fonctionnalités ou de l'adaptabilité, etc., ce qui, à travers le temps, est supposé donc se transformer en valeur réelle, c'est-à-dire donc en market cap parmi les coins qui sont en circulation. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est pas forcément une mauvaise chose, ces community funds. Il faut juste qu'ils soient bien gérés et de préférence qu'ils aient une gouvernance décentralisée. C'est-à-dire que le community fund doit être capable de générer des idées et des projets, mais doit les soumettre au vote des token holders pour qu'il y ait quand même une forme de décentralisation. Sinon, et c'est d'ailleurs un des problèmes de Ripple, on peut limite considérer que la gouvernance est centralisée et que dans ce cas-là, on n'a plus du tout affaire à une cryptocurrency, mais plutôt à une security, comme on dit souvent. Donc attention encore une fois à ces problèmes-là. C'est pas forcément un problème, mais il faut étudier derrière les modèles de gouvernance, etc. Et donc comprendre que à terme, chacun de ces ripples qui ne circulent pas a plutôt intérêt à générer la valorisation qu'on leur attribuerait théoriquement aujourd'hui à prix relatif. Voilà. Puisque aujourd'hui, on valorise non pas seulement les coins qui sont en circulation, mais l'ensemble des ripples qui seront un jour en circulation ont plutôt intérêt à réussir à produire les milliards de dollars de différence de ces valorisations entre les deux. Normalement, c'est supposé être le cas. Comme on l'a dit, chaque dollar est supposé, dans un monde capitaliste, être dépensé de la meilleure des façons pour générer le plus de croissance possible pour l'actif en question. Donc, c'est pas mauvais, mais encore une fois, attention, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas se rater à ce niveau-là, sinon la déception est immédiate. Et surtout comprendre également un des derniers mécanismes, qui est que lorsque le community fund relâche pour générer des fonds, évidemment, ça a un impact immédiat sur le prix. Ça, il faut que vous compreniez. Le jour où le community fund dépense de l'argent, comme le retour sur investissement a peu de chances d'être immédiat, donc on dilue la valeur en espérant à terme produire des résultats positifs qui vont augmenter la demande de ce jeton et qui devraient donc à terme compenser l'aspect initial baissier sur le prix. Donc comme je vous dis que petit à petit, Ripple devrait tendre gentiment vers ça au fur et à mesure que chaque nouveau Ripple du Community Fund est utilisé pour développer le projet dans le temps. Ok, maintenant qu'on a fait ce postulat-là, donc comment je trie les coins ? Je fais très simple, parce que aller trop compliqué, ça ne sert pas forcément à grand-chose. La première des choses, c'est que je vais trier toutes les market caps qui sont proches de la circulating supply, ou qui y sont, c'est-à-dire tout simplement tous les coins sont en circulation et le développement du projet est fait soit de façon indépendante, soit tout simplement, comme on le voit sur les différents GitHub, il n'y a pas forcément nécessairement besoin que ce soit financé par un community fund. C'est le cas effectivement d'Ethereum qui attire pléthore de développeurs en tout genre, et derrière on a une mise en place des mises à jour proposées via des votes communautaires. Bref, tout Ethereum appartient aux gens qui détiennent ces Ethereum. Il n'y a pas de fondation, etc., qui en détient une partie. Tout est en circulation. Alors, c'est pas tout à fait vrai, évidemment, mais voilà. Bitcoin, on est très proche d'eux, donc on va faire l'assumption ici que le niveau d'inflation global via le minage devrait nous ramener à terme, donc comme on l'a vu sur les 21 millions, mais la part relative qui reste en circulation est relativement négligeable. Bref, normalement, ce qu'on peut voir sur ces coins, c'est que toute hausse de la demande se traduit mécaniquement par une hausse de prix, parce qu'on n'a pas de risque de voir le supply se faire diluer. Ce qui n'est donc pas le cas. D'un point de vue risque, il faut bien comprendre que sur un Ripple, à tout moment, ces fonds peuvent être débloqués, causant une baisse sur le prix. Ce qui veut dire que si vous venez d'acheter ici et que là, il y a une utilisation des fonds, mécaniquement, vous allez manger la baisse de prix et vous n'aurez plus qu'à espérer que cette dépense se traduise par une hausse de la demande du jeton pour la compenser, que ce soit immédiatement ou dans l'avenir. Mais il est possible qu'il y ait une différence entre ces deux-là, dans le temps. Allez, on continue. Donc, si je classifie, tout simplement, pour moi, ça donnerait ça, c'est-à-dire un premier groupe Bitcoin, Ethereum sans aucun problème. Ripple, pour moi, ça appartient obligatoirement à une deuxième classe. Il n'y a pas forcément un risque, mais il peut y avoir ici un risque. L'intérêt, c'est que si on investit sur ces blockchains à moyen terme, il faut savoir que ça, c'est donc un risque qu'il va falloir mitiger. Il va falloir être capable de le prendre en compte dans les mesures et dans les métriques
Ici, il y a un risque que l'utilisation des fonds ne soit pas faite à un usage qui produira derrière une croissance pour la compenser. Cardano, je dirais, je ne sais pas exactement dans quel cas la mettre, mais je vais la laisser dans celle-là, hop, en disant, bon, on est à peu près, moi, le niveau que j'utilise personnellement, c'est 2/3. C'est-à-dire que tous les coins qui ont plus de 2/3 de la market cap en circulation, bon, le problème de Cardano, c'est qu'on est vraiment au juste milieu, je les considère comme suffisamment représentatifs de la market cap diluée et de la market cap à terme. Bon, Binance, tout est OK, tout circule. Alors, désolé, ça bug un petit peu. Solana, pas le cas. Donc là, hop, Solana, ça part ici. Tac. OK. Dogecoin, tout circule. ICP, ce sera la 3e catégorisation, puisqu'ici, on a une blockchain qui a été introduite relativement récemment, dont une partie des jetons est associée à une community fund. Donc ici, on est à l'usage de la Dfinity Foundation, dont la gouvernance est un petit peu opaque en plus de ça. Donc bon, là, il faut faire vraiment attention sur la valorisation d'ICP. Et effectivement, ici, on a des grosses vesting schedules qui se répartissent sur pratiquement 20 ans. Donc là, il ne faut vraiment pas me comparer, par exemple, ICP et Ethereum. En termes de valorisation aujourd'hui, ça fait aucun sens. Parce que si on le prenait de manière relative, ici, on dirait 13 milliards face à 462. Voilà. Mais ça n'a aucun sens. En réalité, ce truc-là, à terme, est attendu comme étant à une valorisation de 40 milliards, évidemment, à condition que ces fonds soient débloqués petit à petit. Donc faites attention. Pour moi, pour des analyses moyen terme, le prix aujourd'hui d'ICP, c'est plutôt celui-là qu'il faut utiliser pour être représentatif. Polkadot, tout est à peu près en circulation, donc vous avez compris le principe, etc., etc. Ce qui veut dire que moi, pour ma part, ça me permet tout de suite de voir les différentes erreurs de valorisation qui peuvent être faites sur certains projets. ICP, par exemple. Parce que tout le monde regarde, par exemple, CoinMarketCap de cette façon. On regarde donc, on trie en market cap, et c'est ce que tout le monde voit, hein, puisque donc derrière, on va dire, c'est le coin numéro 5, 6, 7, etc., etc. Et vous voyez que tout de suite, si on utilise le fully diluted market cap pour mettre ces coins dans un ordre précis, on voit que ça n'a plus du tout le même ordre. On a par exemple ICP ici, qui est pricé aujourd'hui comme s'il allait être dans le top 10 demain, puisque la valorisation diluée de ces jetons la place aujourd'hui très largement dans le top 10. Donc là, encore une fois, attention à ce que ces fonds soient utilisés correctement, sinon la sanction sera là, par une dilution du prix. Ce qui veut dire qu'à demande constante, un coin comme ICP a plutôt intérêt à ne pas décevoir plus qu'un coin comme Polkadot, qui lui n'aura aucun problème à transposer toute hausse de sa demande dans son prix. Il y a d'autres coins, comme ici par exemple, ce genre de machin. J'ai même pas encore étudié le bordel, mais attention, le risque associé à ça. Voilà, c'est très probablement un coin qui vient de s'introduire. Donc voilà, faites gaffe encore une fois, très très attention, ce machin, je sais pas ce que c'est, mais il est valorisé autant que Polkadot aujourd'hui. Bon, voilà. Donc c'est quand même, faites gaffe. Avalanche, même chose. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui complètement chauds de la bite sur ce projet. Faites gaffe à la dilution de la market cap actuelle. Aujourd'hui, c'est valorisé autant que Polkadot, ce truc. Voilà. Donc moi je pense que c'est une valorisation équitable pour Avalanche, qui est un super bon projet, mais encore une fois, attention à ne pas projeter systématiquement des graphiques. Derrière le prix se trouvent deux composantes, supply and demand, l'offre et la demande. Et bien comprendre que vous spéculez sur la demande de ces jetons, attention à l'offre. L'offre ici n'est absolument pas stable et constante. Elle est bien différente d'ailleurs des jetons dont toute la market cap est en circulation, où ici l'offre est connue. Le seul facteur qui reste ici, dans ce cas-là, c'est de savoir si cette blockchain a de l'inflation. Et c'est le seul facteur qui vous reste derrière. Et comme on l'a dit, l'inflation, en plus de ça, il va falloir qu'on la prenne au jour d'aujourd'hui comme négligeable, étant donné les niveaux de croissance de ces blockchains. Certaines ont un niveau d'inflation entre 1,5 et on va dire 7-8%, même à 7% relatif à la croissance aujourd'hui des différents coins de blockchain. Bon, il faut bien dire que l'inflation à terme, c'est un risque sur le prix, sur le supply, c'est une dévaluation. Mais par contre, la croissance aujourd'hui la met complètement à mal. Donc d'un point de vue relatif, on fera peut-être une émission demain ou plus tard dans le temps sur la mesure directe des niveaux d'inflation et leur impact sur les valorisations. Mais aujourd'hui, clairement, relatif au niveau de croissance, c'est négligeable. Donc la seule chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est la capacité de dilution, et ça, c'est à utiliser dans l'immédiat. Une partie de cette dilution peut être prévisible quand il s'agit des vesting schedules. Normalement, ces vesting schedules sont publiés, donc vous savez à quel moment certains coins vont être débloqués pour mécaniquement augmenter ce supply. Attention, l'augmentation mécanique de ce supply se traduit normalement mécaniquement par une baisse du prix.
plus de supply pour une valorisation théoriquement la même, vous êtes supposé voir une petite baisse de prix se traduire. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez compris ça. Normalement, comme on l'a dit, cette baisse de prix doit être rapidement compensée par une demande, évidemment, et pour l'utilisation des community funds, c'est la même chose. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Comprenez aussi donc que les vesting schedules ne nécessitent pas forcément des ventes, mais quand même pour la plupart des cas, c'est souvent ce qui se produit, puisque les early investors sont généralement sur des gains de l'ordre de x100 à x200 quand on libère la possibilité de vendre les coins. La plupart du temps, ils s'empressent donc de le faire. Voilà, donc vous êtes capable aujourd'hui normalement de classifier les différents coins dans 3 grandes catégories. Ne comparez pas les coins qui ne sont pas à l'intérieur de la même catégorie. Faites attention aux petits coins tout justement entrés en circulation avec des vesting schedules très rapides, parce que c'est le meilleur moyen d'être la contrepartie d'un investisseur qui les a payés 100 fois moins cher que vous. Donc vaut mieux pas être le con dans l'histoire, et donc faites attention encore une fois à des niveaux de valorisation très dilués, très faiblement dilués, comme par exemple Terra Luna qui est très fortement valorisé aujourd'hui, à 32, Terra Luna c'est valorisé encore une fois autant qu'un Polkadot, dont la plupart des coins sont pratiquement en circulation. Donc faites attention toujours à ces niveaux de valorisation et à prendre en compte surtout si vous avez prévu de faire des buy and hold sur ces projets-là au courant de ce cycle des cryptos. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.